Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième journée des rencontres du tourisme de Bretagne organisée par la région. Alors je suis Evelyne Gass, consultante en développement touristique, et j'ai la lourde charge aujourd'hui de vous présenter et d'animer en fait une table ronde concernant un sujet qui touche le cœur du développement touristique, à savoir les flux. En effet, qu'est-ce que le tourisme sinon un mouvement, un déplacement de population vers une destination, un site, un lieu? Et quel objectif finalement poursuit-on quand on évolue dans ce secteur du tourisme? Si ce n'est celui d'essayer justement d'augmenter le niveau de fréquentation de cette destination, de ce lieu ou de ce site. Oui, mais voilà. Qui dit fréquentation touristique dit aussi parfois, souvent depuis quelque temps, hyper-fréquentation, surtourisme, incivilité, dégradation, insécurité, animosité, sentiment de dépossession. Tous ces mots sont des termes forts. Et ces termes ont été véhiculés par les médias, par d'autres. Et tout ça, ça donne en fait un goût un petit peu amer à des résultats qui auparavant en fait nous réjouissaient. Il n'y a qu'à relire les bilans des offices de tourisme. En fin de saison, par exemple, les chiffres affichés ont longtemps été là pour dire, voyez, nous avons fait ce qu'il fallait. En résultat de ça, nous avons effectivement une régression de tant de pourcents. Alors que s'est-il passé? Est-ce que l'apparition de cette notion de surfréquentation est le fait d'une communication tournée dans ce sens pour diverses raisons? On va le voir. Est-ce que la vision de quelques cas avérés de surfréquentation a été si impactante que finalement on en est tous venus à considérer que l'excès était un mal général à tout le secteur? Est-ce que c'est notre maturité touristique, une nouvelle forme de conscience qui nous fait considérer les choses différemment? Ou est-ce que finalement, tout ça, ce n'est qu'une question de dosage, d'attention, d'assemblage, de répartition, de tests, un peu comme on pourrait le faire pour une recette de cuisine, et qui nous permettrait à nouveau de passer du fameux goût amer dont je parlais tout à l'heure à quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Alors pour parler de tout ça, nous avons autour de la table 4 intervenants de valeur. Jessica Viscar, directrice adjointe du tourisme Bretagne en charge de l'observation et du développement. Julia David, chargée de projets européens au sein du pôle coopération de la Vitem. Nicolas de Dianou, directeur associé de l'agence Will I Travel, spécialisée dans la communication digitale des marques de tourisme, de la culture et des loisirs. Voilà, tout un chantier. Et Hervène Léon, vice-président de Rivage de France et maire de Perros-Guirec. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 10h15. Comment ça va se passer? Nous allons effectivement, chacun va avoir l'occasion de s'exprimer. Tout le monde a beaucoup de choses à dire. On va essayer de tenir le timing. Vous avez la possibilité, à la fois au niveau de la salle, grâce à votre QR code, de poser des questions. À distance, vous avez cette autre possibilité au niveau du chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous en avez, faites-le avant effectivement le dernier quart d'heure qui nous restera et qui vous sera consacré. Alors, on va fonctionner aussi de la façon suivante, 2 temps. Un premier temps dédié en fait à des constats et puis un deuxième temps qui va être plutôt sur des possibilités de propositions, de solutions, d'idées en tout cas. Je vais commencer pour cette première partie de constat par Jessica. Alors ma première question, c'est, voilà, vous avez une fonction qui vous amène à manier des chiffres, à proposer des éclairages en termes de fréquentation pour la Bretagne, mais finalement, quelle est votre position par rapport à cette problématique de surfréquentation? Quel constat faites-vous? Alors j'ai surtout les constats des chiffres qui sont très parlants. C'est vrai qu'on parle de surfréquentation, d'hyperfréquentation depuis quelques années. Faut bien être conscient que si j'essaye de faire passer les diapos. Non ? Ouais, c'est bon. Si on regarde la fréquentation des 20 dernières années en Bretagne, la fréquentation touristique, les nuitées passées sur le territoire, depuis 20 ans, on est sur des courbes qui sont relativement stables. On parle des 100 millions de nuitées en Bretagne. C'est une réalité depuis ces 20 dernières années. Vous voyez les accidents liés à la crise Covid qui sont assez marquants. On n'a toujours pas trouvé le niveau de fréquentation pré-crise, on va dire. Et c'est vrai que ça fait 2 ans, notamment, qu'on parle du plébiscite de la Bretagne,
Bretagne, de l'arrivée massive de touristes en Bretagne, bon, c'est pas très net dans les chiffres. Il n'y a aucun chiffre qui nous montre qu'on a fait des scores de fréquentation très importants ces 2 dernières années. On est bien en deçà de ce qu'on fait habituellement. Et on est sur une fréquentation qui est relativement stable sur ces 20 dernières années globalement. Donc ça, c'est le premier constat. Donc c'est vrai que ce phénomène de surfréquentation dont on entend parler, on va dire, depuis 5-6 ans maintenant, il ne se traduit pas concrètement dans les chiffres. On n'a pas eu une explosion de la fréquentation touristique en Bretagne. On est sur des niveaux qui sont globalement équivalents d'une année sur l'autre. Alors comme on est conscient et puis on entend aussi tout ce qu'on nous dit, on s'est dit on va quand même aller poser les questions aux principaux concernés. On a été interroger les Bretons pour voir quelles étaient eux leur perception du tourisme, parce que c'est quand même eux qui le vivent et qui potentiellement le subissent. S'il y a un phénomène de surfréquentation, d'hyperfréquentation, c'est quand même eux qui vont à un moment vivre au quotidien avec ces contraintes. Donc on a été les interroger, on a interrogé 2419 Bretons très précisément au cours de l'automne dernier. Alors soit par internet, soit par téléphone, pour vraiment essayer d'avoir le panel le plus représentatif, et puis avec des gens qui venaient de tous les endroits de Bretagne, de tous les EPCI du territoire, aussi bien avec des niveaux de fréquentation élevés que plus faibles. Et globalement, ce qui en ressort, c'est déjà que 95% des Bretons ont le sentiment de vivre dans une région touristique. Ils sont très lucides. Ils sont aussi fiers de l'image de la Bretagne, de l'image de région touristique qu'ils ont. Donc, de prime abord, ils sont plutôt satisfaits, on va dire, du développement touristique. Quand on creuse un peu, ils sont aussi conscients de l'impact du tourisme tant sur les éléments positifs. Qu'est-ce que ça leur amène, le tourisme? Ça leur amène un programme culturel, des offres d'activités, du développement économique, parce que le tourisme, on l'a rappelé hier en introduction, c'est 8% du PIB de la région, c'est 70 000 emplois, c'est quand même des gens qu'il faut faire vivre, donc qui nécessitent une présence sur le territoire. Mais par contre, ils sont aussi lucides de ce que ça peut avoir comme impact négatif, notamment sur l'environnement, notamment sur la propreté, la sécurité et la qualité de vie qui peut parfois être dégradée au cours des périodes. Mais là encore, quand on creuse et qu'on leur demande pour eux l'impact des nuisances, quand on leur demande de noter tout simplement est-ce qu'il est plutôt faible, 1 ou très fort, 10, on se rend compte qu'on est sur des choses qui sont très très équilibrées et que globalement les nuisances, elles sont perçues comme modérées, 70% des Bretons, seulement 15% des Bretons qui nous disent que les nuisances sont fortes. Et quand on creuse là aussi, elles sont fortes, mais elles sont fortes à certaines périodes de l'année. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est le phénomène de surfréquentation, d'hyperfréquentation. Il faut le remettre dans un contexte où c'est ponctuel et localisé. C'est pas tout le monde et c'est pas tout le temps. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup cette musique de il y a trop de monde, la Bretagne est envahie, etc. Quand on regarde les chiffres, alors je vous le disais, c'est pas très flagrant, mais c'est surtout qu'il faut le remettre dans le contexte et se dire que c'est bien, oui, il y a certains sites où il y a beaucoup de fréquentation à certaines dates, mais dans l'ensemble, dans l'année, je le dis souvent, on n'est pas Barcelone ni Dubrovnik, on a encore un territoire qui reste très agréable à vivre. Après, il y a des problèmes de gestion des flux à certains endroits et de comment est-ce qu'on fait pour mieux répartir les flux sur les territoires. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette question, dans ce panel, on avait aussi des professionnels du tourisme. Et quand on leur pose la même question à ces professionnels du tourisme, c'est eux qui pointent vraiment du doigt la présence des nuisances. Et on passe d'une moyenne, on va dire, de 60% de personnes qui déclarent qu'il y a des nuisances liées au tourisme, que ce soit ponctuellement ou toute l'année, à 88% des professionnels du tourisme, des gens qui travaillent dans le secteur du tourisme, à nous dire qu'il y a des nuisances. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez à prendre en compte. C'est un message qu'on véhicule beaucoup entre nous, en fin de compte, mais qui ne se répercute pas forcément sur la population, qui n'est pas ressenti directement sur la population de manière aussi nette. Et ce que je voulais aussi rappeler, c'est qu'il ne faut pas confondre fréquentation et fréquentation touristique. La fréquentation d'un territoire, c'est plein de choses. C'est les touristes, certes, mais qui sont, en fin de compte, la couche supérieure. Alors, je suis désolée, le graphe, il est vraiment pas beau, mais c'est vraiment pour vous montrer. C'est la couche supérieure, le tourisme. Le gros de la fréquentation, c'est les habitants,
qui consomment le territoire. Et ces 2 dernières années, je dirais encore plus que d'habitude. Les départs en vacances étaient beaucoup moins importants. Les Bretons sont restés en Bretagne. Alors déjà, qu'on n'est pas réputé comme étant des grands partants, on consomme notre territoire, on en profite. Donc les résidents, ce sont les premiers présents sur le territoire. On a tous les excursionnistes. Les excursionnistes, ça va être nos voisins. Le Rennais qui va aller faire sa balade en forêt de Brocéliande à Saint-Malo, ou le Brestois qui va dans les Abers. Tout ça, ce sont les excursionnistes. Et donc, quand on regarde la couche des touristes, on voit bien qu'elle est un peu plus importante sur les mois de juillet et août, mais sinon elle est relativement faible et bien marginale à la part des touristes, des résidents et des excursionnistes. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose à bien avoir en tête. C'est la fréquentation d'un lieu, d'un site, c'est la présence des résidents qui vont le consommer, des excursionnistes qui vont venir en visite, plus des touristes. Et en parallèle, il faut aussi noter que la Bretagne en tant que telle, le président l'a dit hier, elle a gagné en habitants, 100 000 habitants sur ces 5 dernières années, et prévoit d'en gagner encore 300 à 400 000 dans les prochaines années. Donc forcément, ces gens-là, c'est plus des touristes, c'est des résidents, mais ils sont là aux mêmes périodes que les autres. Et c'est l'agrégat de toutes ces populations, en fin de compte, qui peuvent, à certains endroits, à certaines dates, parce qu'on a tous envie de la même chose, d'endroits ressourçants, paisibles, beaux, etc. On va tous au même endroit, aux mêmes dates. Et c'est là où il faut qu'on arrive à travailler sur ces différents profils pour pouvoir mieux répartir, mieux gérer les flux. D'accord, merci beaucoup. Donc effectivement, la premier comptage, on va dire. Maintenant, je vais me tourner vers Nicolas et puis interroger l'homme de communication pour savoir en fait quel est son avis. Merci. On va rester en Bretagne, mais on va partir en voyage aussi un peu partout dans le monde. On est une agence de communication digitale qui accompagne plus de 100 destinations touristiques en France et dans le monde. On connaît bien ce sujet du surtourisme par le biais donc de la communication digitale. Et le sujet de la surfréquentation, il est tout de même assez rare. Il est même très peu évoqué dans les briefs que nous recevons sur les moyens d'y remédier, justement, puisque tu l'évoquais. Déjà, il a fortement disparu, ce sujet de la surfréquentation, avec le Covid. On n'en parle quasiment plus. Et il est concentré sur certains types de destinations. Je vais en citer 2. Certains grands sites, je vais citer par exemple le Mont-Saint-Michel, qui peut être effectivement à certaines périodes et à certains endroits surfréquenté. Je vais citer Visite Malta, qui est effectivement extrêmement plein l'été et qui ne cherche pas à remplir son mois d'août et son mois de juillet, mais plutôt ses ailes de saison, voire même l'hiver. Et puis je vais citer les stations de ski, les stations de montagne comme La Plagne ou Val Thorens, qui ont effectivement des pics de fréquentation à certains moments de l'année, quelques jours dans l'année. Mais comme le disait Paul Arsenault, il n'y a pas vraiment de surtourisme au niveau global, il y a surtout un tourisme mal géré. Et il y a un problème de perception aussi. Tu citais les professionnels. Je pense qu'il y a effectivement un miroir déformant médiatique aussi qui a eu lieu et qui pose des problèmes là où il n'y en a pas forcément. Et que le souci est surtout un problème de masse, n'est pas un problème de masse touristique à certains endroits, mais plutôt un problème de densité. Donc il y a une question de dispersion aussi des touristes, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, et pas une question de limitation pour moi. C'est surtout la dispersion et le travail qu'on peut faire en amont pour répartir les flux, pour travailler la découvrabilité de certains sites et favoriser la dispersion en amont, mais aussi en temps réel, et il y a des leviers pour ça. Il y a 2 types de sites, je pense qu'effectivement, certains sites naturels fragiles connaissent des problématiques dont il faut s'occuper d'urgence, mais la question de l'aménagement est absolument centrale là-dessus, et vous avez des sites nombreux, ici notamment, qui sont préparés, qui sont organisés pour accueillir des flux très importants. Dans ce sujet de la surfréquentation, je voulais aussi parler de la qualité des flux et de la qualité des visiteurs. Il a été évoqué, notamment dans le Pays Basque, que les dégradations et que les comportements limite, pour ne pas dire déviants, de certains touristes ou certains excursionnistes à certains pics de l'année n'étaient pas le fait des touristes, mais étaient le fait des habitants. Et des enquêtes le prouvent. Donc la question du grand méchant touriste, il faut peut-être l'aborder aussi autrement, sur la sensibilisation des habitants, des nouveaux habitants aussi, puisque tu citais effectivement cet afflux, aussi cette espèce d'exode vers le littoral notamment, qu'on connaît depuis plusieurs années et accéléré par le Covid.
Et puis l'accompagnement sur place, qui favorise grandement cette sensibilisation et cette qualité de visitorat et de protection des sites. Je vais citer l'exemple, par exemple, d'un groupe d'influenceurs que j'ai amené à Kangaroo Island, au sud de l'Australie, dans l'Australie du Sud, qui est un site extrêmement sensible, où vous êtes à proximité des kangourous et donc d'une nature extrêmement fragile. Et là, l'accompagnement par les professionnels sur place, d'un groupe d'influenceurs qui ne cherchent qu'à prendre des photos et des selfies dans tous les sens, au mépris, par inconscience, de la fragilité du site, l'accompagnement est absolument essentiel pour expliquer, et je pense qu'il faut mieux profiter de l'afflux de certains touristes pour faire passer certaines valeurs environnementales et certaines formations, sensibilisation et acculturation à la fragilité des sites, plutôt que limiter, fermer et couper les flux. Et puis pour terminer sur cette introduction sur la surfréquentation, il y a des leviers aujourd'hui qui sont très méconnus, notamment en matière sur les médias sociaux et en matière de communication digitale au sens large, pour assurer la découvrabilité de tout un territoire et pas que des grands sites, même si les points d'entrée des grands sites sont absolument essentiels. On n'oppose pas les totems et les pépites, on se sert des totems pour ensuite répartir sur les pépites. Vous n'allez pas, et je crois que Jean-Luc Boulin en parlait il y a quelques mois, on ne va pas caricaturer et stigmatiser les gens qui font rien qu'à partir au mois d'août et font rien qu'à partir sur les totems. Ben oui, mais En même temps, les gens, ils ont leurs vacances au mois d'août et la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de visiter les totems. En revanche, on peut favoriser l'émergence donc de certains sites pépites et méconnus, notamment sur les ailes de saison. Parce que alors, on reviendra. sur les ailes de saison, Excuse-moi, ouais, tout à fait. Excuse-moi, je vais juste couper par rapport Oui. à ça, parce que ça, on en reparlera tout à l'heure quand Ouais. on parlera des solutions. J'avais juste une question, on a échangé là-dessus quand on a préparé cette session. Moi, je voulais que tu termines sur la problématique que peut poser aussi la sous-fréquentation. Là, on met les pieds dans le C'était plat, on parle de exactement ça. surfréquentation. Mais on va dire, finalement, il y a aussi un problème qui est lié à la sous-fréquentation. Puis à après, fait. on passera à Herven. Quelques C'était mon mots. dernier point. Allez. C'est que jouer sur l'offre est essentiel également. Je ne sais pas si vous êtes allé à certains endroits au mois de janvier. Moi, j'habite à Nantes. Je suis allé à Noirmoutier au mois de janvier. Là, la sous-fréquentation, vous la ressentez durement sur l'économie locale, sur les sites fermés, sur la restauration, sur l'emploi aussi. Donc la surfréquentation, il faut bien l'appréhender en opposition à la sous-fréquentation et au risque que représente une hyper-médiatisation du sujet du surtourisme et peut-être des excès, même s'il y a des environnements fragiles, des excès d'action ou des actions excessives peut-être par rapport à ça, en réaction à ça. Voilà, merci beaucoup. On passe à Herven. Et alors là, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, donc tu représentes Rivage de France, 200 gestionnaires de sites, hein, c'est ça, répartis, bon, bien entendu, au niveau du littoral, du milieu lacustre, en France métropole et outre-mer. Il y a des choses qui remontent de tout ce qui est dit par ces gestionnaires. Moi, j'aimerais bien qu'effectivement, on voit un petit peu ce qui se dit. Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. Alors Rivage de France regroupe effectivement plus de 200 structures qui gèrent des espaces naturels préservés. Et le besoin de nature et de découverte de grands espaces n'est pas nouveau, on l'a évoqué. Mais c'est vrai que suite au déconfinement, à la restriction des voyages à l'étranger, certains sites, à certaines périodes, ont connu des fréquentations insupportables. Alors, ça a été le cas, l'exemple le plus emblématique ont été les Calanques, hein, où là, parce que ce sont des sites proches aussi de l'agglomération marseillaise. Il y a tout ce phénomène qui a pu jouer. Et la problématique que nous avons, bien sûr, c'est de préserver les paysages, la biodiversité. Et ces fréquentations, ces hyper-fréquentations amènent aussi des conflits d'usage, des problèmes de sécurité sur les sites. Et notre préoccupation est bien sûr d'avoir un tourisme durable, mais qui doit pas être en opposition à l'attractivité touristique et à l'économie que représente le tourisme. Alors, sur ces espaces, qu'est-ce qui a pu être constaté? C'est bien sûr une gestion des déchets qui a été problématique, des comportements nouveaux aussi, puisqu'il y a eu en fait de nouveaux visiteurs sur ces sites, des gens qui n'avaient pas forcément en eux le respect du site
Et ça, nous avons pu constater des incivilités, un non-respect des parcours, des cheminements. Et donc, bien sûr, c'est une opportunité aussi pour nous de sensibiliser, voire d'éduquer ces personnes au respect des sites. Visiter, se promener dans un site naturel doit être une expérience exceptionnelle. Et ça aussi, c'est la préoccupation que nous avons, c'est que l'expérience visiteur, elle doit être là. Or, effectivement, à certaines périodes de l'année, sur certains sites, ce n'est pas le cas. Alors, ça a été évoqué, c'est quoi l'hyperfréquentation? Aujourd'hui, on ne sait pas qualifier l'hyperfréquentation. C'est où, quand et comment. Et pour pouvoir mieux gérer les flux, il faut bien connaître la problématique de l'hyperfréquentation. Et aujourd'hui, nous n'avons pas forcément les éléments. On constate que, par exemple, ça se situe sur un certain nombre de jours dans l'année, sur certaines heures dans la journée, parce qu'il y a cet aspect-là, et sur certains espaces. Alors, bien sûr, une des solutions, on le verra tout à l'heure, c'est sûrement d'essayer de délayer la fréquentation pour faire en sorte que tout le monde ne se retrouve pas au même endroit, au même moment. Et c'est notre préoccupation. Alors, sur les constats flagrants aussi ont été sur notamment les îles, sur les sites naturels des îles. Vous avez pu lire ou vu des reportages sur la problématique de Porquerolles et de Porquerolles, où ils ont pris des décisions fortes. Et puis, bien sûr, du coup, la conséquence aussi de cette surfréquentation, de cette hyperfréquentation, c'est le conflit qu'il peut y avoir avec l'acceptabilité qu'il peut y avoir avec la population locale. Mais on le voit, et Jessica l'a dit, c'est en fait la perception, elle n'est pas forcément mauvaise. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, on monte le sujet en épingle et c'est un vrai problème. En ce qui concerne la protection de la biodiversité, aujourd'hui, sur les sites, il y a de meilleures informations à donner pour que ces respects se fassent, et on en parlera tout à l'heure. Alors, pour Rivage de France, nous sommes préoccupés du problème dès 2019. Et nous avons édité un guide en 2020, un guide de la gestion des sites en période de crise sanitaire, où nous avons relevé un certain nombre d'expériences, puisque c'est une association où l'échange d'expériences est fort, pour que chacun puisse profiter de ce que les autres font. Et ce guide a permis d'orienter un certain nombre de nos gestionnaires de sites vers des solutions. Et au mois de novembre, nous avons lancé des ateliers sur la gestion des sites et sur la gestion de l'hyperfréquentation qui répondait donc aux différentes problématiques. Donc nous sommes en plein dans cette action et en fait nous avons bien conscience que pour nous les sites naturels ce sont des éléments d'attractivité forts, des totems, mais nous devons les préserver et nous devons surtout donner satisfaction à nos visiteurs. L'expérience visiteur, elle est primordiale, donc à nous de bien la gérer, bien comprendre ce qu'attendent les visiteurs, mais aussi bien les sensibiliser au respect de nos sites. Et c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Et tout à l'heure, nous évoquerons les solutions que nous pouvons apporter. Ok, merci beaucoup. Donc là, on voit bien, quand on parle de flux, il y a cette notion de perception, il y a cette notion de sensibilisation sur lesquelles il va falloir travailler, sur lesquelles on travaille déjà. Mais on va revenir de toute façon au comptage, parce que la base, quand on parle des flux, c'est que déjà, il faut savoir compter, quoi. Il faut se donner les moyens de compter. Donc là, je vais laisser, pour terminer cette première partie, laisser la main à Julia, qui va avoir une présentation, voilà. Julia, en fait, qui va nous parler justement du programme Heritdata et de cette importance de savoir compter, finalement. Allez-y. En effet, oui. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci, c'est un honneur d'être ici. Effectivement, moi, je suis chargée de projets européens et à la Vitem, ce qu'on fait, c'est souvent des projets de coopération. Donc, la coopération peut avoir vraiment un rôle à jouer là-dessus et c'est ce qui a été fait avec le projet Heritdata. C'est un projet européen qui a permis de tester des solutions de collecte de données et d'analyse aussi des données sur la gestion, sur les flux touristiques, pour mieux les gérer. Donc en fait, vous voyez ici à l'écran, il y a 6 sites pilotes en Europe qui ont travaillé ensemble depuis 2018 et qui ont du coup mis en place et testé des solutions de collecte de données, chacun selon ses problématiques, ses exigences. Ce qui était intéressant, c'est que certains de ces sites, comme par exemple Valencia et Dubrovnik, avaient des problématiques communes. Par exemple, les deux étaient des sites avec une forte fréquentation de croisiéristes.
En France, le site pilote était celui du Pont du Gard, en Occitanie. Et le Pont du Gard, c'était très intéressant. Il y avait pas mal de constats que je vous partage aujourd'hui. C'est un site très grand, 165 hectares. Et en fait, leur problématique, c'était qu'ils connaissaient très mal les flux de visiteurs. Et par définition, étant donné que c'est un site très grand, c'est un site dans lequel on peut aussi rentrer par plusieurs modes de transport. En tout cas, on peut rentrer en voiture, à pied, à vélo, en canoë. Et il y a donc tout l'intérêt de mieux connaître les personnes qui fréquentent et utilisent ce site. Il y a aussi la manière de comment faire coexister le patrimoine culturel, le patrimoine naturel. Donc avec le projet Eridata, le Pont du Gard a vraiment fait un travail remarquable là-dessus, que je vais vous dire plus tard dans la partie plus solutions. Mais il y avait effectivement des exigences de collecte de données, mieux connaître donc les flux des visiteurs, aussi mieux connaître le pourcentage de ceux qui passaient par les billetteries et ceux qui arrivaient d'autres chemins. En fait, c'est un projet Eridata qui a permis vraiment à tous les sites de travailler sur des spécificités et effectivement de mettre en place des outils de comptage en temps réel qui donc aujourd'hui permettent à chaque site pilote d'avoir un certain nombre d'informations. La question, c'est par contre qu'une fois qu'on a les informations, il faut savoir les utiliser. Et c'est là où c'est un patrimoine très intéressant dont le site dispose grâce au projet. Et ce patrimoine d'informations peut être utilisé pour mettre en place des solutions de gestion de sites relativement classiques qu'on connaît déjà, par exemple la limitation d'accès, la réglementation, la taxe de séjour, etc. Mais ce dont nous sommes rendus compte en coopérant avec des partenaires d'autres secteurs, c'est qu'il y a un potentiel énorme à travailler sur la dimension comportementale. Donc ces informations, on peut s'en servir pour mieux connaître les comportements des visiteurs et donc se servir de ces leviers comportementaux pour travailler là-dessus. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce que c'est que les comportements et pourquoi c'est intéressant. En fait, quand on parle de comportement, on parle de choix. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart du temps, nos choix sont irrationnels. La bonne nouvelle, c'est que cette irrationalité est prévisible, parce qu'elle découle du fonctionnement de notre cerveau. Et c'est ce que nous montrent les experts du cerveau, des psychologues, des sociologues, mais aussi des économistes comportementaux. Notre cerveau est prévisible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fonctionne avec deux systèmes. Il y a un système 1 qui est le système de raisonnement rapide. C'est celui qui nous fait faire les choix instinctifs. C'est grâce à ce système 1 que chaque matin, nous faisons le trajet de chez nous à notre lieu de travail de manière un peu automatique. Mais nous avons aussi un système 2 qui est le système du raisonnement, qui prend plus de temps parce que c'est le système qui fait fonctionner notre partie plus analytique, qui nous pousse à faire des calculs, des choix raisonnés. Et c'est un système, donc, comme je vous disais, qui nécessite plus de temps pour fonctionner. Le système 1 est extrêmement influençable par l'environnement. Donc, pourquoi je vous parle de ça aux rencontres du tourisme? C'est parce que, en fait, lorsqu'on est en train de visiter un endroit, on est par définition un peu en dehors de notre zone de confort et on est plus susceptible à être influencé par l'environnement qui nous entoure. Et le système 1 aussi, c'est celui qui déclenche au niveau de notre cerveau ce qu'on appelle des biais cognitifs, des sortes de raccourcis que le cerveau nous fait faire pour réagir immédiatement à une situation. Ces biais cognitifs, on peut les retrouver aussi lorsqu'on regarde les comportements des visiteurs. Je vous ai donné quelques exemples qui ne sont pas tous forcément liés vraiment purement à la gestion des flux, mais on a vu qu'en final, c'est même une question de perception. Donc on a par exemple le biais d'optimisme. C'est le biais qui nous fait croire qu'on peut visiter le même jour à Florence, le matin la Galerie des Offices et le Palazzo Vecchio, et puis manger un panino à midi et avoir le temps le soir de l'après-midi de visiter encore le Duomo et Galleria dell'Accademia. Alors qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste visiter peut-être le Duomo si on a de la chance de faire toute la queue. Donc, en fait, c'est très intéressant de connaître ces fonctionnements-là pour anticiper ces choix irrationnels que le visiteur fait
Et donc, créer aussi une organisation de l'information au sein de notre site touristique. Et aussi, quand on parle de communication, connaître ces leviers pour organiser la communication que nous mettons en place pour promouvoir un certain itinéraire et encourager des itinéraires alternatifs. Donc, je reviendrai plus tard sur la partie plus idées concrètes. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas très intéressant parce que ça prouve au moins que bon, effectivement on fait des constats qui peuvent être un peu plombants, quoi, hein, mais par contre on se dit il y a possibilité de résolution d'idées et en tout cas de réflexion à mener. Alors pour aller sur la deuxième partie de cette table ronde, je vais revenir de nouveau vers Jessica et comme pour tout le monde en fait je vais essayer d'un petit peu tous vous challenger avec quelques questions. Après vous pouvez répondre à d'autres, enfin dire d'autres choses, mais voilà, dans nos échanges, il y a des choses qui me sont apparues comme étant intéressantes. Donc pour toi, Jessica, l'idée c'était de dire, alors finalement, est-ce qu'il y a un problème de désonalisation? Est-ce qu'il faut qu'on travaille sur la désonalisation? Est-ce qu'il faut revoir le calendrier scolaire, le calendrier scolaire, parce qu'on a parlé des vacances, finalement, est-ce que c'est là la solution? Est-ce qu'on travaille différemment, puisque tu as parlé de cibles différentes, les visiteurs, les excursionnistes, les touristes? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des possibilités dans ce sens-là? Toutes les possibilités sont ouvertes et je dirais qu'il faut en fin de compte activer pas un seul levier mais essayer d'activer plusieurs leviers. Alors oui, la désaisonnalisation, je crois qu'on en parle tous depuis voilà. un certain nombre d'années. C'est un vœu un peu pieux, même si on voit que ça marche. On voit que ça marche parce que les envies d'évasion en sortie d'hiver et d'en profiter le maximum jusqu'à l'automne sont là. On a été bien aidé, faut être honnête, avec le passage à 15 jours des vacances de la Toussaint, où là, ça a vraiment marqué un pas dans la désaisonnalisation à l'automne. Le fait que le pont de l'Ascension soit sanctuarisé aussi pour les scolaires, clairement, ça permet aussi d'assurer des départs. Mais on est extrêmement tributaire des calendriers. En France, encore, une grande partie des entreprises ferment du 1er au 15 août. Les gens prennent donc leurs vacances du 1er au 15 août. C'est pas un scoop et on va pas pouvoir faire grand-chose là-dessus. Et donc, c'est vrai que, oui, changer le calendrier des vacances scolaires... oui, sur le principe, mais on sait que ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est d'autres actions, c'est donner des envies, montrer ce qu'il y a à faire à d'autres périodes qu'en cœur de l'été. Et puis aussi montrer l'intérêt de les faire à ces autres périodes. Parce que visiter, pour reprendre l'expression, les totems au plein mois d'août, où tout le monde y est, où il fait chaud, où la nature a grillé parce qu'il fait chaud, etc. Ou les visiter au printemps ou à l'automne avec des couleurs complètement différentes, avec une nature soit qui renaît, soit pleine de rouge et tout ça, c'est d'autres manières de le voir. Mais c'est aussi, si on reste sur le cœur de l'été, parce que malgré tout la fréquentation elle est là, c'est aussi à inviter peut-être à regarder ces sites, à visiter ces sites d'une manière différente, à un autre moment, plus tôt le matin, plus tard le soir. Parce que oui, c'est quelques heures dans la journée où ces pics de fréquentation sont vraiment importants. Sauf que de voir le lever du soleil à la pointe du Groin, par exemple, ça reste juste magnifique. Bon, il faut se lever un petit peu tôt. Oui, mais c'est peut-être l'expérience. Mais c'est l'expérience. Et c'est à cette période où on est tous en recherche d'expérience, c'est peut-être essayer de proposer ces sites d'une manière différente. Ok. Première idée, on en reparlera peut-être avec les questions qui arriveront. Nicolas. Alors Nicolas, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce qu'on s'est dit, peut-être aussi tu auras d'autres choses à rajouter, c'était quand tu m'as dit finalement, c'est pas qu'il faut arrêter de montrer les destinations, c'est pas s'il faut montrer mieux les destinations. Ça, je pense que ça peut être intéressant. J'aimerais bien que tu parles un petit peu de ça et comment finalement la communication digitale peut amener à montrer mieux les destinations. Oui, c'est un travail de tous les instants de créativité des équipes, de nos clients également, même du marché qui s'est emparé de la communication digitale et de ce type de mécanique qui s'appuie notamment sur les biais cognitifs dont tu parlais, qui s'appuie sur la gamification. Je dirais que les leviers qu'on active aujourd'hui, ils sont essentiellement sur l'information et l'incitation. Moi, la punition, le démarketing, je ne suis pas du tout favorable à ça. Et aujourd'hui, il y a des solutions réalistes. Il y a aussi une communication réaliste et transparente qui fait son rôle et qui fonctionne, en fait.
sur ce sujet, notamment de la découvrabilité. Ici, vous avez l'exemple à l'écran de Malte, dont je parlais tout à l'heure, qui est très sujet à cette problématique de fréquentation, et pour lequel, tout simplement, en montrant des micros-aspects de certains sites et en valorisant des sites sous-fréquentés, eh bien, nous parvenons à créer une perception de destination différente des hotspots de Malte. Et cet exemple-là, on va en prendre d'autres, hein, celui du Morbihan. Morbihan Tourisme, qui est une des destinations les plus performantes en France sur les réseaux sociaux, même la destination la plus performante en France sur les médias sociaux, et qui fait régulièrement ce type de post. Vous voyez le nombre d'interactions et de partages qu'il y a dessus. Hein, on est à quasiment à 14-15 000 interactions dessus. Ce type de post créatif, sponsorisé, j'insiste sur la sponsorisation, c'est-à-dire que les médias sociaux permettent aujourd'hui d'activer des leviers publicitaires pour toucher les personnes, soit qui connaissent le territoire, de type des habitants, soit qui ne connaissent pas le territoire, pour leur dire, dans le Morbihan, il n'y a pas que le golfe du Morbihan. Il n'y a pas que Vannes et le golfe du Morbihan. Il y a d'autres choses. Il y a Malestroit, il y a Redon, il y a le canal de Nantes à Brest. Et ce type de travail qui demande du temps, hein, qui demande de la création artistique, qui demande de la créativité, et un travail de concertation éditoriale, rejoint ce qu'on appelle chez nous la plateforme de marque, qui permettent donc de travailler les fondamentaux, les piliers de la destination, mais aussi ces fameuses pépites dont on parlait. Je vous montre d'autres exemples assez intéressants. En Belgique, du côté flamand, il y a une grande campagne qui a été lancée, que nous avons le plaisir d'appuyer, sur la Flandre par les Flamands, et qui, à travers le discours et le récit, à travers des photos et ce type de visuel assez inspirant, et une incarnation, je dirais, plutôt à l'opposé des caricatures glamour qu'on voit beaucoup dans le tourisme. Là, c'est un monsieur d'un certain âge qui est gardien de parc et qui nous raconte ce parc, cet endroit sous-fréquenté, méconnu. Et voilà comment, à travers des stories Instagram, on va toucher des centaines de milliers de personnes pour leur dire, voilà, la Belgique flamande, la Flandre, c'est ça, c'est aussi ça. Et donc, il y a toute une histoire qui est racontée. Et clairement, on essaie de changer les flux vers Bruges, vers Gand, vers Anvers et vers Bruxelles, qui sont donc des sites hyper fréquentés, pour leur dire, voilà, la Flandre, c'est aussi ça. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif de la Flandre, on retrouve ça. Dans la préparation de séjour pour la Flandre, on retrouve ce type d'itinéraire proposé qui commence à devenir des hotspots. Et puis, je pense aussi qu'il est une grande question de calendrier. Tu parlais des habitants tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end quand on est à proximité, quand on est dans les Landes, quand on est dans le Morbihan, quand on est à Nantes? Eh bien, c'est le rôle aussi, et il y a des outils de type contenu peu pérenne, comme les stories notamment, qui permettent de valoriser un calendrier touristique de proximité, d'événementiel aussi, et de proposer une fréquentation week-end ou une fréquentation vacances quasiment en temps réel, à quelques minutes ou quelques heures avant que les gens se décident, puisque les biais cognitifs sont très importants et que en last minute on va se dire tiens, on fait quoi ce week-end? Et donc là, par défaut, on va aller visiter les grands sites parce que c'est ça qu'on a en tête. Or, il y a d'autres choses à voir. Et puis je voulais vous montrer également l'incitation par la commercialisation, par l'offre. L'offre, c'est bien sûr aussi créer l'offre au sens événementiel, festival. Je pense notamment au Baroque Festival, je pense à la folle journée de Nantes, qui est quand même le premier festival, je crois, de musique classique en Europe, et qui a lieu au mois de fin janvier, début février, et qui amène des dizaines de milliers de visiteurs à Nantes à une période extrêmement basse. Et l'incitation aussi par le prix, par la commercialisation, ce type d'exemple à Dinan et ailleurs, sont extrêmement efficaces pour provoquer un choix d'une destination plutôt que d'une autre. Et il y a un autre sujet dont je voulais vous parler en vidéo cette fois-ci, qui est la problématique de la segmentation des clientèles, de la proposition d'une autre valeur ajoutée plutôt que le fameux totem, et qui rejoint également, dans cette vidéo, vous allez le voir, la séduction des jeunes et d'autres clientèles qui ont du mal à comprendre
à appréhender une destination, qui ont des images en tête, type la Bretagne, c'est le granit et les embruns, ou la montagne, c'est le ski tout chousse et les sauts périlleux sur les pistes. Ben non, la montagne, c'est aussi autre chose. Et je vais vous montrer, alors si on peut voir la vidéo qui était prévue, qui est peut-être à la fin, on va la voir. Donc c'est une... Voilà, c'est très court, hein, c'est un format story. Voilà comment aussi on peut proposer une alternative expérientielle qui va venir résoudre la problématique des flux. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler de gestion des flux grâce aux médias sociaux sans parler de sensibilisation à une biodiversité et aux environnements fragiles dont tu parlais. Et là, pareil également, les médias sociaux permettent de faire passer des messages. Les communautés sont extrêmement sensibles à ça. Et voilà, c'est un exemple de savon blanc, par exemple, qui fonctionne extrêmement bien. Ok, merci bien. Je reviendrai peut-être sur quelque chose tout à l'heure si on a le temps par rapport à cette histoire de promotion des pépites et des totems. Mais je vais laisser la place et la parole maintenant à Julia. Moi, les questions et le challenge un petit peu que je te fixe, j'ai vu en fait dans les documents, notamment de la Vitem, que vous parliez notamment de structurer les territoires en archipels. Ça me plaît bien. Donc, je ne sais pas si ça peut être une possibilité de solution. Et puis, je voudrais qu'on parle en fait aussi de tout ce qui est nudge, puisque ça, c'est quelque chose sur lequel tu voulais aussi arriver. Donc, à toi la parole. Merci. En fait, oui, pour revenir un petit peu au projet Read Data, ce qu'il a permis de faire, par exemple, au Pont du Gard, c'est que grâce au travail qui a été accompli, donc ils ont installé un certain nombre d'outils de comptage et des caméras, et donc ils sont aujourd'hui en mesure de croiser tout ça avec les données du parking et les données de la billetterie. Donc aujourd'hui, ils ont accès à un certain nombre d'informations, mais donc les perspectives qu'ils se donnent maintenant que le projet est en train de se terminer, c'est essayer d'élargir cette stratégie au territoire dans son ensemble. Donc, prendre le Pont du Gard comme étant un élément qui s'insère dans le territoire plus large. Donc, comment utiliser ces données pour encourager, encore une fois, on a parlé de ça, mais effectivement, encourager la visite d'autres sites, d'autres endroits, valoriser d'autres espaces au niveau du même territoire, sachant que ces données peuvent nous permettre aussi d'identifier des profils de visiteurs qui peut-être juste sont au Pont du Gard parce qu'ils cherchent l'expérience au sein d'un site naturel et qui du coup peuvent retrouver la même chose plus au niveau d'autres lieux sur le même territoire qui sont moins fréquentés. Donc on peut imaginer effectivement, et c'est ce qui se passe au Pont du Gard, vraiment ils ont réussi à faire cette démarche avec le projet, de se dire maintenant on va élargir la stratégie, on va essayer d'améliorer aussi la connexion du Pont du Gard avec le reste du territoire. Et si je reviens plutôt au nudge, alors après il y a les nudges. Les nudges sont une typologie de mesures basée sur les sciences comportementales. Donc moi ici je préfère parler plus de sciences comportementales au sens large, parce qu'il y a les nudges qui peuvent être très intéressants à tester, mais il y a aussi beaucoup d'autres typologies de mesures, d'actions. Et en fait, le fait d'intégrer l'étude des comportements dans nos activités de collecte de données, ça peut être très intéressant. Donc pourquoi ne pas éventuellement l'intégrer au sein des observatoires touristiques, cette dimension comportementale. On peut aussi tester des solutions concrètes. Alors, au niveau du tourisme, il n'y a pas aujourd'hui un grand nombre de solutions déjà testées, déjà existantes.
vous l'aurez compris, c'est quelque chose de relativement émergent, mais effectivement, il y a quelques exemples si on va regarder du côté de la mobilité, par exemple, ou de l'hôtellerie. Alors du coup, je vais demander peut-être à la régie de partager à l'écran deux ou trois exemples que je vous fais de nudge qui ont été testés déjà. Donc il y en a, les deux que vous voyez en bas sont vraiment liés à la gestion de flux de passagers au sein de la gare de Lyon-Pardieu et aussi à côté au sein de l'aéroport de Copenhague. Donc dans les deux cas, il y avait une volonté d'encourager un certain comportement de parcours au sein de l'espace. Donc à gare Pardieu, c'était pour encourager l'utilisation des escaliers au lieu des escalators. Et à Copenhague, c'était pour résoudre un problème de goulot d'étranglement en sortie de l'aéroport où en fait la plupart des passagers sortants prenaient tous la même porte en fait pour sortir. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais évidemment plus tard vous en dire plus. Mais ce sont des solutions qui nécessitent un certain temps et des ressources pour être imaginées et testées. Ça, il faut le savoir. Mais ensuite, pour être mise en œuvre, ne nécessite pas d'un investissement très important. Il s'agit souvent d'idées, du coup, de stickers que tu vas coller par terre. Un autre exemple qui ne concerne pas la gestion des flux, mais qui est intéressant, c'est aussi de réduire la taille des assiettes dans les hôtels pour faire face au gaspillage alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui a été testé dans des pays scandinaves, en Norvège, au sein d'une chaîne hôtelière. Donc ça, c'est des idées qui commencent à émerger. Nous, avec le projet Ridata, on a eu la possibilité de faire un atelier intensif avec la ville de Florence, l'office de tourisme, la municipalité, où on a amené des experts en sciences comportementales qui ont sensibilisé les acteurs à qu'est-ce que le cerveau, ce que je viens de vous dire, donc le système 1, système 2, etc. Et en fait, ce qui s'est passé de très intéressant, c'est qu'ils ont amené ces gens-là à observer sur le terrain. Donc on est sortis, c'était au mois de juillet, il faisait extrêmement chaud, je me souviens, on était là-bas, et on est sortis donc voir qu'est-ce qui se passait. Donc on avait une grille d'observation, et on regardait la dynamique de foule, par exemple, devant la galerie des offices. Et un constat qui a été fait assez rapidement, c'est que les gens essayaient d'éviter le soleil, tout simplement, parce qu'il faisait très très chaud. Les gens, du coup, choisissaient les parcours ombragés pour aller d'un endroit à un autre. Donc, une fois qu'on est revenu dans la salle, on avait des designers qui étaient là aussi et qui ont apporté une valeur ajoutée inestimable parce qu'ils avaient vraiment cette autre manière de penser, de fonctionner. Donc, grâce à l'aide des designers, sur la base de ces quelques constats sur les comportements, on a pu sortir des idées, mais parfois vraiment assez farfelues. Et donc, c'est marrant parce que dans la vidéo tout à l'heure, tu montrais des propositions pour les gens qui n'aiment pas le ski. Eh bien, nous, on a imaginé une liste de guides pour les gens qui n'aiment pas le soleil, par exemple, ou qui n'aiment pas les musées. À Florence, il faut le faire, ne pas aimer les musées. Mais c'est tous des sortes de leviers comportementaux qui peuvent nous donner l'opportunité de promouvoir d'autres parcours, d'autres attractions. Donc ça, c'était très, très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on va au même endroit, mais par contre, on y va différemment. Exactement. Et donc, il y a une notion de déambulation qui fait qu'on répartit les flux aussi de cette façon-là. Exactement. Après, il faut qu'il y ait une volonté aussi au niveau même politique pour le faire. Pour nous, c'était super intéressant. Après, tout n'a pas pu être forcément testé. Ces idées sont restées quand même comme patrimoine pour les équipes et certaines ont été mises en place, des quiz sur les réseaux sociaux, par exemple, pour promouvoir des musées peu connus ou des espaces moins connus. Et encore une fois, en fait, cette dimension comportementale dans le tourisme, dans la gestion des flux, elle mérite d'être explorée davantage. Et c'est là tout l'intérêt de travailler. Enfin, pour nous, notre ADN, c'est vraiment la coopération avec les projets européens, entre autres. Et donc là-dessus, je vous partage comme information qu'on a lancé 2 projets européens qui vont nous permettre de développer et de tester des outils de formation sur les sciences comportementales, comment elles peuvent être appliquées à la gestion des flux.
et un autre projet qui va nous permettre de mettre en place la première communauté de pratique autour de cette thématique-là. Donc en fait, on aimerait bien rassembler les experts en sciences du comportement, mais aussi les experts en innovation touristique, mais pas que les experts en fait, même les praticiens, les personnes qui travaillent à la gestion d'une destination, pour mettre en commun les connaissances existantes qui existent aujourd'hui et surtout explorer des prochaines pistes de recherche et de coopération. Et donc là-dessus, si cela vous intéresse, on est à disposition avec ma collègue Carla pour prendre vos coordonnées si vous êtes intéressé à faire partie de cette communauté dans l'avenir. Voilà, je vous partage cette info. Ok, merci beaucoup. Intéressant effectivement de voir qu'il peut y avoir plein de suites. Juste avant de te passer la parole, Hervène, tu as 30 secondes juste pour parler de ce que vous faites au niveau de la Bretagne, puisque tu m'as dit qu'au niveau, pour ce qui concerne les nudges, il y a aussi quelque chose qui se développe dans ce sens. Et après, c'est Hervène. Oui, c'est vrai que les sciences comportementales sont très importantes sur la gestion des flux et on a commencé, nous, à travailler sur des systèmes d'éco-gestes qu'on a cherché à enrichir l'année dernière, justement, avec ce volet nudge. Le nudge, c'est le coup de pouce. En anglais, c'est comment est-ce que j'aide le visiteur à faire ce qu'on lui demande inconsciemment. Clairement. Et donc, on a travaillé avec des kits éco-gestes. Là, vous avez l'exemple avec un certain nombre de nudges. Je prends ma douche en 3 pressions ou en 5 minutes. Et toi, en fin de compte, parce que malgré tout, le nudge, c'est aussi se comparer. Dans les stations de ski, par exemple, on a 98% des skieurs ramènent leurs déchets avec eux. Je vais faire partie des 2%, je vais pas faire partie. Bien. Et donc voilà, intuitivement, on se dit non, je veux pas être parmi les 2% qui ne font pas, donc je vais le faire aussi. Et donc c'est ça le nudge, c'est accompagner la pratique. Donc voilà, c'est des chevalets pour rappeler que on dort pas avec 22 degrés dans la pièce. C'est des petits accroche-portes avec je choisis si je lave rien, mes serviettes et mes draps, mais comme faut tourner le truc, on va rester à rien. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et puis quand on est chez soi, on lave pas ses draps tous les jours, donc on va pouvoir tenir nos 3 nuits à l'hôtel sans changer ses draps. C'est l'empreinte digitale sur le robinet pour penser à le fermer. Changement de comportement. Changement de comportement, mais de manière la plus naturelle possible. Et pour rebondir sur une table ronde d'hier, c'est aussi une affiche où on met que, par exemple, aller à la plage, c'est tant de minutes à pied ou tant de minutes en vélo, et c'est pas loin et on peut le faire sans prendre sa voiture. Mais quand on est sur un territoire qu'on connaît pas, en fin de compte, on sait pas combien de temps ça va nous prendre de rejoindre les halles, la plage, le cinéma ou quoi. On a l'impression tout de suite que c'est loin. C'est une question d'information. Voilà. Effectivement. Et donc voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on va pouvoir essayer de mettre en place et qu'on continue de travailler, de développer, notamment cette année sur les compagnies maritimes et les gares maritimes, puisque la problématique des îles, notamment des déchets dans les îles, est importante, et aussi sur les sites naturels, puisque là aussi la sensibilisation, notamment la biodiversité, est importante. Ok, justement, belle transition, on retourne sur la biodiversité. Alors là, le challenge pour Hervène, c'est dit finalement par rapport à tout ce que tu as dit, par rapport aux discussions qu'on a pu avoir auparavant, effectivement sur les sites en fait dont vous avez la charge à Rivage de France, il y a une notion de préservation. Donc on fait quoi? On interdit? On fait payer? On change de modèle économique? On fait quoi? Alors nous avons 2 défis en fait. On a le défi du respect du site. Et là, c'est un travail qui est à mener en amont, mais aussi sûrement un travail d'information en entrée de site, ce qu'on ne fait pas assez encore aujourd'hui. Mais je vais y revenir. Et puis, bien sûr, la maîtrise des flux. Alors, concernant le respect des sites, il y a déjà des mesures qui ont été prises sur de nombreux sites naturels, notamment des sites du Conservatoire du Littoral. Si on prend la Pointe du Raz, où on a reculé complètement tout le bâti, le parking, ce qui a été fait récemment au Cap Fréhel, où donc on ne vient pas en voiture jusqu'au maximum du site, on se met très en retrait. Donc on a déjà une première expérience pour aller sur le site à pied. C'est déjà, on se prépare à aller sur le site naturel. C'est aussi ce qui a été fait à Ploumanac à partir de 1995, où là tout était ouvert, les piétinements se faisaient sur l'ensemble de la lande, donc des cheminements ont été mis en place avec des monophiles, avec des informations. Et la difficulté qu'il y a dans le respect du site, et on l'a pu voir, je l'évoquais tout à l'heure, avec les populations qui n'étaient pas habituées à venir sur des sites naturels, c'est cette prise de conscience. Et la problématique par rapport aux 2 cerveaux, c'est que quand on va sur un site naturel, on n'est pas là pour réfléchir. On est là en toute sensibilité vis-à-vis de la beauté du site. Donc on est dans l'instinct.
Et donc, on ne peut pas demander aux gens qui vont sur un site naturel d'être en permanence, se dire « Ah ben non, il ne faut pas que je fasse ceci, faut pas que cela. » Alors que le site naturel est fait effectivement pour complètement profiter du site et être totalement sorti justement de tout raisonnement. Donc, ça veut dire que tout le travail qui peut être mené en amont est essentiel. Et à ce niveau-là, je pense qu'on a encore du travail à faire, mais c'est ce que nous faisons. En Bretagne, nous venons de sortir la charte du voyageur. Les offices de tourisme ont mis en place, donc ça va être diffusé par les offices de tourisme et par les hébergeurs qui vont signer cette charte qui appelle nos visiteurs aux éco-gestes, sous forme plutôt humoristique. Et donc voilà, il y a un type de sensibilisation qu'on peut avoir. Alors, sur la gestion, la maîtrise du site. Et là, on est dans l'urgence. Sur certains sites, Porquerolles, Porquerolles, les Calanques. Et là, l'interdiction, elle était obligatoire. Il n'y avait pas le choix, parce que là, on était dans un état de vraiment, pour le coup, j'aime pas le mot surfréquentation, mais sur ces deux sites, Porquerolles et Porquerolles et les Calanques, vraiment en surfréquentation. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les décisions qui ont été prises de limiter le nombre de passages donc sur Porquerolles et Porquerolles à 6 000 par jour. Ils pouvaient monter en pointe à 12 000 personnes sur les îles. Et donc, ils l'ont mis en place l'été dernier, en 2021, et le résultat est très satisfaisant. C'est qu'en fait, en cumul, et ils ont dû avoir 297 000 passagers de mémoire, ils n'ont perdu que 20 000 passagers. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est limité ? On ne peut pas aller, eh bien on choisit un autre jour pour aller. Donc il y a une répartition du flux sur la semaine. Et ça c'est important. Et là se pose le problème de l'excursionniste. Je vous rappelle que le mot touriste à l'origine était caractérisé par quelqu'un qui partait plus de 24 heures hors de chez lui. Et donc l'excursionniste à la journée, comment on le gère? Et c'est pour ça que la connaissance de ce qu'est l'hyperfréquentation, elle est constituée de qui? Et ça on ne le sait pas aujourd'hui. On est incapable de dire tel jour il y a eu tant de pourcentage, tant de personnes qui sont venues pour la journée et tant de personnes qui sont des locaux ou tant de personnes qui sont en vacances. On n'a pas la même approche avec quelqu'un qui est là pour 15 jours qu'avec quelqu'un qui vient à la journée. On ne va pas lui dire, bah non, vous n'y allez pas alors qu'il vient pour ça. Pour la journée. Donc c'est toute la problématique que nous avons. Donc sur le Porquerolles et Porquerolles, bah, ça s'est plutôt bien passé. C'est aussi ce que Bréa vous souhaiterait faire. C'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est et au passage, il y a le problème des gestions des déchets. Là, j'évoque sur Bréa, où on demande aujourd'hui aux gens, quand ils repartent de Bréa, de partir avec leurs déchets. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ensuite, sur les interdictions. Le Calanque a été le seul exemple, je pense, aujourd'hui en France de démarketing, où clairement, il a été dit, eh bien non, si vous y allez, vous n'avez pas à prendre de plaisir, il y a tant de personnes sur la plage à tel moment, n'y allez pas. Et aujourd'hui, eh bien, pour aller sur je ne me souviens plus le nom de la Calanque, il faut réserver. Donc, il y a des billets. Il faut réserver, c'est gratuit, mais il faut réserver. Il y a 20% de quotas qui sont préservés pour les gens qui viennent à la journée, mais autrement, il faut réserver. Et donc, ça veut dire si les gens, s'il n'y a plus de place le mardi, ils vont y aller le jeudi. Donc là, c'est pareil, on répartit. Mais nous sommes dans des situations extrêmes, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Un espace naturel, c'est un espace, je l'évoquais, un espace de liberté, de pleine expression, mais à un moment donné, il n'y a pas vraiment le choix. L'autre élément que nous devons faire, c'est être beaucoup plus en amont aussi avec les offices de tourisme, avec les hébergeurs, sur la problématique de la fréquentation dans la journée. Et Jessica l'évoquait, c'est quand même bien plus sympa d'aller au lever du soleil ou au coucher du soleil sur un site naturel que d'y aller à 14h ou à 15h quand c'est une procession, où là, effectivement, on ne prend pas forcément beaucoup de plaisir. On dit, c'est bon, j'y suis allé, je prends ma photo, et puis c'est coché, je repars. Donc là aussi, je pense que nous devons beaucoup plus sensibiliser tous les professionnels du tourisme, dès qu'ils ont une information à donner, à recommander d'aller à telle heure, et nous ne le faisons pas assez. Donc aujourd'hui, on est en plein travail. Nous allons sortir à la fin de l'année un guide de la maîtrise de la gestion de fréquentation des sites naturels, avec des retours d'expérience, des initiatives qui ont été prises, donc qui permettent d'accompagner les gestionnaires de sites sur ce que nous pouvons mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est vrai que globalement, c'est quoi? C'est 4 semaines par an, c'est 5 heures dans la journée ou 6 heures dans la journée. Donc on en fait, effectivement, Nicolas l'évoquait, on le met en avant. Il y a plein d'autres choses à faire. Et l'autre sujet, donc aussi en termes de réponse, c'est la réponse, elle doit être territoriale. Elle ne peut pas être uniquement sur un site.
il est important de mettre en avant les points d'intérêt d'autres du territoire. Donc il faut mettre en tourisme aussi certains territoires. Alors c'est peut-être l'avantage aujourd'hui des destinations, aussi les politiques qui se développent. On développe par exemple en Côte d'Armor un programme Interreg justement sur la saison automne-hiver, donc pour essayer de faire en sorte que les gens viennent à d'autres périodes de l'année. Mais le problème, il y a aussi le problème donc, de sous-fréquentation. Typiquement où il n'y a pas d'offre. Alors je vais vous donner un exemple personnel. Il y a 10 jours, j'étais à Bréa, il faisait super beau un dimanche. C'était la vedette était pleine, ils ont failli en mettre une deuxième. Et puis sur Bréa, il y avait un seul restaurant d'ouvert. Voilà, donc problématique. Comment peut-on faire en sorte qu'il y ait de la fréquentation hors période de pointe juillet-août s'il n'y a pas l'offre? Donc on crée une insatisfaction. Donc les gens vont dire, non, je vais revenir ou la prochaine fois je reviendrai quand ça sera ouvert. Voilà, donc c'est toutes ces problématiques, mais il y a aussi des modèles économiques. On ne va pas demander aux gens de rire si c'est pour un dimanche sur 7 en période hivernale. Donc toutes ces problématiques sont à prendre en compte. On est aussi dans une économie, donc on n'est pas là uniquement pour dire et donner des injonctions. Il faut que les modèles économiques aussi tiennent la route. Donc c'est toute la difficulté que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, à pouvoir conjuguer l'attractivité et de l'économie touristique et avoir un tourisme durable. Et j'espère que le guide que nous sortirons à la fin de l'année apportera un certain nombre de réponses, au moins des orientations d'accompagnement des gestionnaires de sites. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, on a une bavarde ici, voilà, c'est Jessica. Jessica, tu as 30 secondes parce qu'on a 4 questions. Ouais, pas de il faut souci. qu'on réponde aux questions. Mais c'est juste pour renchérir sur ce que disait Herven. Je pense qu'il faut bien faire la différence, là encore, entre la population qu'on a et on ne peut pas proposer la même chose aux touristes de toute façon qui a une semaine pour voir les totems. Il va aller les voir. Quoi qu'il en soit. Alors à nous de lui dire, vas-y plutôt le matin ou vas-y plutôt le soir. L'excursionniste on lui dit, attends, t'as toute l'année pour y aller, évite du 1er au 15 août, vas-y à un autre moment. Et le résident qui est là à l'année et qui lui aussi connaît plus, on lui dit, ça je sais pas moi, le Pointe du Raz, tu connais, va à côté, tu sais que le site il est aussi sympa et il y aura moins de monde. Et donc on va pas s'adresser et proposer la même chose selon le profil de la population pour justement gérer ces flux. Et donc là, on revient effectivement à cette notion de communication, notamment par le digital, qui peut permettre connaissance tout à fait. Et communication. Exactement. Et en fonction du profil, le bon message. Exactement. Alors, on a 4 questions. On va voir. Alors, il y a une question de Dominique Le Thérisien. Entièrement d'accord sur la nécessité de bien connaître la fréquentation des sites par des outils. Ne pensez-vous pas que l'installation d'éco-compteurs bien placés dans des sites et villes permettrait de mieux connaître et gérer ces flux et d'indiquer clairement aux visiteurs les horaires à éviter et à privilégier? Qui veut répondre? Oui, parce que voilà, ça vous concerne vous deux. Je peux effectivement partager parce que c'est exactement ce que nous avons fait avec le projet Eridata, où effectivement chaque site a mis en place des éco-compteurs, d'autres outils de comptage, et à côté ils ont mis en place des outils pour communiquer en temps réel, essayer de communiquer le plus possible en temps réel aux visiteurs. Donc, par exemple, à Florence, ils ont décidé d'utiliser l'application officielle du tourisme. Après, effectivement, il y a la question, est-ce que l'application officielle est le meilleur outil? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place une partie skip the line, donc évite la queue, pour donner en temps réel ces informations-là. À Dubrovnik aussi, ils avaient déjà installé des caméras, donc ils ont renforcé ce groupement de caméras. Et en fait, ils ont aussi travaillé sur une application pour les visiteurs. Et il y a un site aujourd'hui qui permet d'avoir accès à l'information sur l'affluence prévue en tel jour, à tel moment de la journée. Ils croisent ça avec les arrivées des croisières, par exemple. Donc, effectivement, il y a tout intérêt à travailler là-dessus. Il y a aussi des applications qui le font. Il y a Affluence qui le fait, qui est une application un peu plus connue, qui est au niveau français. Google Maps commence aussi à donner des informations sur le niveau de fréquentation. Ça aussi, c'est une manière très intéressante d'utiliser les données pour fournir de l'information en temps réel aux visiteurs et l'encourager à faire certains choix. Ok. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'éco-compteur pour moi. Oui, Alors, en effet.
Parce Alors, allez-y, qu'on aura du c'est bien ça. quanti, on saura combien il y a de personnes à un instant T sur un site, mais malgré tout, on n'aura pas cette connaissance du visiteur. Le quanti D'accord. nous donne un On est chiffre, d'accord. enfin, les co-compteurs nous donnent un Exactement. chiffre. Et oui, ok, on fait le constat qu'il y a du monde. C'est pas ce qui va nous permettre derrière de mieux gérer, parce qu'il nous faut en plus la connaissance de qui est présent pour être en capacité, là encore, de lui pousser le bon message. Oui, c'est effectivement ça. Ok, deuxième question, merci beaucoup. Donc Lionel Terrail, de Grandes Itinérances, qui nous dit « Il y a un paradoxe majeur entre le fait de juger la performance d'une destination en fonction du nombre de visiteurs ou de nuitées et le besoin de gérer des flux pour limiter la supposée surfréquentation. » Donc paradoxe majeur. Est-ce qu'une partie des solutions ne se situe pas dans la définition des objectifs partagés de la destination en privilégiant la qualité à la quantité ? Oui, je veux bien répondre. Allez. Donc, effectivement, quand on fait les bilans de saison dans nos stations ou dans nos offices de tourisme, on met en avant le nombre de visiteurs qui a augmenté, qui a diminué, le nombre de courriers qu'on envoie, le nombre. Et probablement qu'il faut qu'on mette la notion de valeur ajoutée. Alors, comment peut-on évaluer aujourd'hui la qualité et le ressenti de l'expérience de nos visiteurs? Ça, c'est plus compliqué à estimer. Donc on le fait on fait des interviews de certains professionnels, mais il faudrait peut-être qu'effectivement régulièrement on puisse avoir un ressenti. Bon, mais il y a l'enquête aussi, l'enquête reflet qui est lancée, où il va y avoir des points d'interview, donc qui va nous permettre d'évaluer le ressenti. Mais c'est une réalité et probablement qu'il faut qu'on change de paradigme à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord, et qu'on soit beaucoup plus sur le ressenti et la qualité de l'expérience de nos visiteurs sur nos territoires. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on le dit. En Bretagne, on ne cherche pas à augmenter la fréquentation. On le voit d'ailleurs, je le montrais tout à l'heure, on reste aux alentours des 100 millions depuis un certain nombre d'années. On est plus sur une recherche de qualité que de quantité pour avoir justement un tourisme qui soit bénéfique le plus possible au territoire et aux habitants. Ok, qualité plutôt que quantité. Autre question de Serge Lacroix. Dispose-t-on des retours sur les évolutions de fréquentation des sites ayant bénéficié justement de campagnes de promotion, de dérivation ou de hotspots? Qui peut en parler, peut-être toi? Je peux en parler un petit peu. Oui, il y a malheureusement pas assez d'enquêtes qui sont faites sur le terrain pour mesurer. On voit bien la vision macro annuelle des fréquentations, mais on n'a pas encore de la distance sur toutes les campagnes qui ont pu être faites. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a néanmoins certains moments dans l'année, notamment sur l'événementiel, où on peut juger de la séduction et de la fréquentation de certains événements hors saison, je dirais. Je parlerai par exemple de Tomorrowland Winter, qui a eu lieu à l'Alpe d'Huez à une période creuse, qui est le mois d'avril. Je parlerai donc de la faute journée, mais ça fait longtemps que c'est en place. Ils n'ont pas besoin de nous pour activer une campagne de promotion, et notamment du Baroque Festival à Malte qu'on évoquait. Donc toute cette partie événementielle qui est assez mesurable en fait, en matière de billetterie, d'aérien aussi pour certaines destinations. La question se pose de se dire qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas fait aussi. C'est une bonne quel est l'impact de la non-communication sur des alternatives, sur d'autres itinéraires, sur d'autres horaires. Je voudrais citer par exemple le rôle qu'ont les influenceurs aussi là-dedans, parce qu'il y a des leaders d'opinion sur le marché de la communication digitale, et qu'il n'y a pas que des campagnes de promotion qui partent des sites, des destinations, il y a aussi des relais en fait, d'opinion. Je vais citer l'un des plus connus qui est Bruno Maltor, qui depuis toujours incite ses communautés, il a quand même plus d'1 million d'abonnés, de fans en audience, et ne cesse de répéter que la meilleure manière de découvrir un grand site, du Taj Mahal à la Pointe du Raz, c'est de se lever tôt ou de se coucher tard. Et donc lui qui est fan de Sunset et de Sunrise, est un pourvoyeur, vraiment un ambassadeur de cette promotion, et je suis certain que des centaines, des milliers de voyageurs, on le voit aussi dans les réactions qu'il y a sur ces publications, mais aussi sur celles des destinations ou des acteurs et des grands sites qui proposent une alternative en voyant l'alternative visuelle, esthétisme, vidéo, photo, en voyant les réactions et la quantité de réactions
à des alternatives touristiques qui jugulent la surfréquentation, on voit bien que ça plaît. Et donc si ça plaît, forcément, on estime qu'il y a quand même, au moins au niveau des locaux et des excursionnistes, un impact. Ok, ça sous-entend malgré tout qu'il y a un travail au niveau de l'offre, parce que faire quelque chose très tôt ou faire quelque chose très tard, si on est en hôtellerie, ça veut dire que très tôt, le cas échéant, il faut avoir des petits déjeuners, trucs de base. Hein, voilà, il faut pouvoir se rendre sur le lieu. Donc effectivement, ça demande du travail. Dernière question, il me semble, de Jérémy Lemoin. Comment faire pour limiter l'utilisation de la voiture individuelle? Voilà, on en parlait. Coopération entre les totems et les pépites pour assurer des transports collectifs. Qui veut parler de ça? Est-ce que... Allez, Herven. Oui, alors l'utilisation de la voiture individuelle, c'est la problématique de nombreux hotspots et stations. Hein. Donc aujourd'hui, bon, avec l'arrivée des VAE, le développement des VAE, je pense que toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, réfléchissent à des schémas cyclables, à le développement des pistes cyclables, donc c'est des déplacements doux. Donc ça, c'est une première chose. C'est aussi le développement de certains transports en commun quand c'est possible. Mais après, là aussi, il faut que l'équation économique, elle soit tenable. Hein. Et donc il faut encourager en fait tout ce qui est possible en termes de déplacement doux. Mais voilà, c'est les territoires qui le font. Et quand on va visiter des sites naturels, eh ben, c'est pour marcher. Donc il y a aussi la solution de mettre des parkings déportés et de dire que l'expérience elle commence un peu plus tôt, ce que j'évoquais pour certains sites. Donc ça passe évidemment quand on est sur ces sites par le développement des déplacements doux. Hein. Autrement, le transport collectif c'est plus compliqué quand même à mettre en œuvre. Le faire savoir aussi. Oui. Là, en matière de communication, sur la valorisation des itinéraires vélo, cyclables, pédestres, comme alternative à la voiture, de manière exprimée. Ne prenez pas votre voiture, regardez, en 10 minutes, vous y êtes à pied ou en vélo, c'est important. Oui, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, quand on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas, on n'a aucune notion de la distance, c'est loin, c'est pas loin. Quand on veut aller à une plage qu'on connaît, on est capable de se garer à 4 km, hein, notamment dans le sud, et ça pose pas de problème. Pourquoi, quand on va sur un site, on ne peut pas marcher 3 km pour y aller, ou prendre son vélo pour y aller? Mais il faut informer. Et ça, c'est un vrai travail. Sur la question précédente, il y a quand même des outils comme Fluvision qui est développé, qui permet d'évaluer la circulation, l'origine des visiteurs. On arrive progressivement à avoir des outils qui nous permettent quand même d'évaluer la répartition de nos visiteurs sur le territoire. Merci à tous. Tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y, pardon. Concernant le choix de ne pas prendre la voiture, là aussi, il y a un potentiel énorme à jouer sur les biais cognitifs, ce qui nous fait ne pas choisir la voiture. Donc, il y a une chose à creuser là-dessus et aussi assurer cette continuité dans le service. C'est-à-dire que si j'encourage à prendre l'autocar et après, comme on a pu voir hier avec un témoignage, il n'y a pas la possibilité de mettre son vélo sur l'autocar. Donc c'est là où se situe l'intérêt de travailler plus au niveau de développement territorial. Et voilà. Merci à vous toutes et tous. Bravo, parce qu'on est dans les temps, quoi. Hein. C'était pas gagné. Merci. Je voulais juste en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai relevé quelques mots. Alors déjà, je me dis que en fait, la gestion des flux, c'est l'affaire de tous. C'est pas seulement l'affaire de quelques-uns. Il faut que vraiment, on a bien vu que ça implique un travail croisé. Ça me paraissait important. Et puis j'ai relevé des verbes. Alors c'est peut-être un peu facile, mais je me suis dit finalement, la gestion des flux, c'est déjà observer qualitativement, quantitativement. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait dans l'ordre, ce que je suis en train de raconter. C'est connecter, en tout cas se donner les moyens de travailler la connexion dans tous les sens du terme. C'est élargir les cibles, élargir l'offre et se donner et travailler sur la coopération et coopérer. Donc observer, connecter, élargir, coopérer. Je ne sais pas si ce sont des verbes qui vous parlent. En tout cas, je voulais terminer là-dessus. Je dois simplement faire l'annonce, bien entendu, de ce qui va se passer par la suite. Donc là, on arrive sur 2 prochains temps à partir de 10h30. Ici, dans la même salle, vous avez un autre regard croisé sur la thématique de territoire comme source d'inspiration et d'innovation au service des nouveaux modèles touristiques. Ça, c'est ici, à la Nef, au réfectoire.
territoire, autre regard croisé, où là on va parler de tisser des liens entre habitants et voyageurs, l'opportunité des tiers-lieux. Donc un beau programme, on vous y attend toutes et tous et merci encore pour ce beau moment. Merci.